Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. À la veille du match Maroc-Portugal au titre des quarts de finale de la Coupe du Monde, on fait le point dans cette séquence sur les chances des Lions de l'Atlas de décrocher leur ticket pour les demi et continuer leur aventure fabuleuse et historique dans cette Coupe du Monde. Le point aussi sur la Seleção das Quinas, notamment après les rumeurs de retrait de sa star Ronaldo de la sélection. Qu'en est-il réellement? Nous en parlons avec mon confrère de Foot Mercato. Bonjour Anas Bokhar, merci de vous joindre à nous. Bonjour Khadija, merci pour l'invitation. Et Mbrouk, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec vous, Mbrouk, Elina, cette qualification historique. Le Maroc en quart de finale de Coupe du Monde. D'abord, peut-être votre avis sur les réactions éparses un peu de la presse française au sujet de cette qualification. La presse française a été heureuse de la victoire marocaine, plutôt, on va dire, de la défaite espagnole, parce qu'on connaît la rivalité entre ces deux pays, que ce soit notamment dans le sport, dans le football, au basket. Et cette victoire, justement, du Maroc a été titrée sur la une de l'équipe, le plus grand quotidien français sportif. Ouais. Joyeux, avec notamment la photo d'Achraf Hakimi et Abdelrahim Sabiri à ses côtés. Une victoire très très belle pour la sélection du Maroc, qui a été également beaucoup célébrée sur les Champs-Élysées. J'ai eu l'occasion justement d'être présent sur cette avenue-là pour voir un peu les festivités. Il y a eu beaucoup de Marocains, ça a quasiment bouché la moitié de l'avenue, et c'est vous dire la grandeur de l'avenue, pour vous montrer un peu la présence des supporters marocains dans ces célébrations-là. Il y a eu également des célébrations un peu partout en France, à Marseille. Justement, la presse française est revenue sur... Il y a une grosse communauté de Marocains, mais la presse française est aussi revenue, n'est-ce pas, sur ces manifestations de joie, mais qui ont parfois dérapé, ce qui n'était pas le cas au Maroc. On n'a pas eu de dérapage, zéro dérapage, il n'y a eu que de l'euphorie jusqu'au petit matin. Les gens ont célébré dans les rues, toutes ces aspects confondus. Il y a eu aussi, notamment aujourd'hui, une certaine presse française qui est revenue sur ces dérapages, principalement. Malheureusement, justement, il y a eu des manifestations de joie, mais aussi des dérapages, comme vous le dites. Mais en tout cas, je considère de mon côté que toutes ces dégradations-là qui viennent de ces soi-disant supporters marocains n'a rien de marocain, tout simplement, parce que on l'a vu, comme vous l'avez dit, dans les quatre coins du Maroc, il y a eu des célébrations des supporters marocains après la victoire des Lions de l'Atlas, et aucune dégradation à constater. Très peu de dégradation, certes, ici à Paris, ou en tout cas à Marseille également. Mais oui, on confirme justement que ces accidents-là, ces incidents volontaires malheureusement, n'ont rien de marocain et ne vont pas venir griser la victoire des Lions de l'Atlas et la joie des supporters marocains résidant à l'étranger. Mais bien sûr que non, vous le savez mieux que moi, Anas. Alors, justement, en parlant de presse, comment s'annonce cette rencontre avec ou contre le Portugal? C'est un match décisif qui s'annonce difficile. Vous en pensez quoi, vous, en tant que, bien sûr, journaliste? Et quels sont les pronostics un peu déjà de la presse française? Et quelles sont les chances aussi du Maroc de passer à ces demi-finales? Et peut-être rencontrer la France ou l'Angleterre. On ne sait pas encore qui va passer en demi. Exactement, c'est déjà historique pour la sélection marocaine. C'est la première fois qu'une équipe arabe est en quart de finale de la compétition. 4e fois seulement qu'une sélection africaine est en quart de finale, après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. On pourra dire que les matchs qui viennent par la suite ne sont que des bonus. Mais on sait maintenant que quand on est en quart de finale, qu'on fait partie des 8 meilleures sélections au monde, qu'on a réussi à éliminer la Belgique, qu'on est passé devant la Croatie, qui sont deux grandes équipes qui ont été bien classées lors du dernier mondial, et venir éliminer cette équipe d'Espagne, qui, même si elle a été éliminée en 8e de finale en 2018, reste un cas d'or de cette compétition-là, quand on a vu justement qu'ils ont battu le Costa Rica 7-0, qu'ils ont tenu un échec l'Allemagne, même si justement ce match-là a montré un peu les limites de ces deux sélections. Ça prouve aussi que le Maroc a une équipe qui est cohérente. On va considérer que Walid Regragui est un entraîneur pragmatique. Pour lui, le plus important, c'est le résultat. Et il l'a montré lors de ce match-là face à l'Espagne. Ça a été un match vaillant de la part des joueurs
sur le terrain pendant 120 minutes. On a vu des joueurs justement blessés, mais vouloir revenir sur le terrain pour continuer à mouiller le maillot, comme le capitaine Romain Saïs qui a été strappé tout au bout de sa cuisse gauche et derrière revenir pendant encore 15 et 20 minutes et aller chercher au moins cette séance de tir au but, si ce n'est la victoire dans le jeu, parce que, on le rappelle, cette équipe du Maroc, au-delà de ce match nul-là avec seulement 30% de possession, a montré qu'il pouvait bien attaquer et malheureusement l'efficacité n'a pas été au rendez-vous, mais on a montré aussi qu'on pouvait faire du jeu même quand on est dos au mur, et c'est quelque chose aussi qui est intéressant parce que ça peut bâtir un nouvel état d'esprit pour le Maroc pour cette confrontation face au Portugal, comme vous l'avez rappelé ce samedi-là à 16h. Ça va être un match très difficile. La presse, que ce soit la presse française, la presse marocaine ou la presse portugaise qui prédit un match difficile pour les Lions de l'Atlas. Ça sera également pour la Seleção, parce qu'on le rappelle qu'il y a 4 ans, on a joué justement le Portugal de Cristiano Ronaldo. On a perdu 15-0. Si on peut justement dire, il y a 1-0 avec ce but de CR7 justement dès la 4e minute de jeu, mais derrière le Maroc a posé beaucoup de problèmes et se montre aujourd'hui plus rassurant défensivement. On a une équipe également du Portugal sans Cristiano Ronaldo qui a montré qu'elle avait de grandes qualités face à la Suisse. Cristiano Ronaldo joue pas du coup? Ce que ça peut apporter. Est-ce qu'il joue il joue pas Cristiano Ronaldo? Parce que il y a eu la fédération qui a sorti un démenti, comme quoi toutes les rumeurs concernant un Cristiano Ronaldo au banc de touche étaient fausses et qu'il allait faire partie de la Seleção. Donc est-ce que, selon vous, il ne jouera pas samedi à 16h contre les Lions de l'Atlas? Il ne sera pas là. Quand on voit le match que les hommes de Fernando Santos ont montré face à la Suisse en 8e de finale, on se dit, est-ce que le Portugal est plus fort sans Cristiano Ronaldo? Une question qui est sur le papier, elle paraît absurde, mais quand on voit la prestation collective des Portugais dans ce match-là, on peut se poser la question. Fernando Santos a décidé de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc, c'est un choix tactique. Il a mis à la place Gonçalo Ramos, qui a su s'illustrer en marquant un triplé. Néanmoins, il reste quand même l'un des grands cadors de cette sélection-là. Il va soit faire son entrée face au Maroc, soit être titulaire directement. Mais je pense que le sélectionneur portugais peut, cette fois-ci, avoir le choix de l'utiliser ou non, selon l'adversaire qu'il a devant lui. Et je pense qu'il a vu que la Suisse avait quelques difficultés, peut-être dans la profondeur, ce que ne peut pas vraiment apporter Cristiano Ronaldo. Mais on ne sait jamais, justement, dans une équipe marocaine qui peut réussir à défendre dans un bloc bas et solide, peut-être avoir ce Cristiano Ronaldo qui est intéressant dans les airs et venir déranger un peu les défenseurs centraux, que ce soit Romain Saïs, peut-être pas Naïf Aguerd parce qu'il est attendu comme absent face au Portugal, mais d'autres joueurs qui sont bons de la tête également, comme Jawad Eliamik, Badr Benoun. Donc c'est à voir comment le sélectionneur portugais va vouloir aborder cette rencontre, plutôt avoir une attaque qui est très rapide, donc pour essayer d'aller surprendre le Maroc derrière son dos, ou plutôt avoir un point de fixation pour les ailiers et les joueurs offensifs du Maroc pour enfin aller déranger ces défenseurs centraux et trouver la faille dans la surface. Et on rappellera que cette équipe portugaise a scoré, c'est le meilleur score de cette Coupe du Monde en termes de buts enregistrés lors de cette Coupe du Monde. Vous avez parlé du sélectionneur portugais, parlons, et vous avez évoqué tout à l'heure Walid Regragui. Parlons justement de notre sélectionneur marocain, l'avocat. Walid Regragui, donc clé de voûte de cette sélection marocaine. La philosophie de Regragui, rappelons-le, c'est de jouer avec un bloc bas et des joueurs de contre-attaque. Vous pensez que c'est la bonne philosophie, c'est la bonne tactique à prendre avec cette équipe portugaise? Quand on voit que le match justement qu'a fait le Maroc face à l'Espagne, on ne peut pas contester la décision de Walid Regragui d'avoir voulu utiliser ce bloc bas, ces joueurs justement très bas sur le terrain, mais très solides également défensivement, avec des joueurs offensifs qui viennent souvent aider sur le pressing, se repositionner quand il faut et venir assister les joueurs défensifs dans la surface de réparation. On ne peut pas lui donner tort quand on a vu le match qu'ils ont réalisé face à l'Espagne. Mais le Portugal sera un autre match. Ils ont des joueurs peut-être plus incisifs, plus dangereux directement dans la surface de réparation, plutôt que d'aller faire circuler le ballon dans les 30 derniers mètres, ce qui a été peut-être le défaut et ce qui est le défaut de l'Espagne depuis déjà quelques années. Justement, ça sera le choix de Fernando Santos de voir s'il mettra Gonçalo Ramos ou Cristiano Ronaldo selon l'animation offensive qu'il voudra mettre en place face aux Lions de l'Atlas. Mais Walid Regragui a réussi pour le moment une copie presque parfaite. Seulement un but encaissé, c'était face au Canada. Donc ça prouve aussi l'assurance défensive qu'a le Maroc dans cette compétition.
depuis déjà aussi quelques temps avec les matchs amicaux qui ont été faits auparavant. Mais ça prouve aussi que Walid Regragui est un entraîneur pragmatique. Il regarde un peu l'effectif qu'il a et il essaye de faire le mieux qu'il peut, seulement en 3 mois en plus. Donc ça prouve aussi le court délai qu'a eu le natif de Corbeil-Essonnes, pardon, De Corbeil. dans cette compétition. Mm. Et c'est vraiment intéressant de voir justement que pour lui, le plus important, c'est le résultat. C'est d'aller chercher le résultat qu'il faut face à l'Espagne, aller chercher peut-être le 0-0, même s'il y avait, comme j'avais dit, des occasions, et rester justement au contact de cette équipe-là, mentalement et physiquement. On l'a montré aussi face à la Belgique qu'en étant un bloc médian slash bas, ben, on pouvait quand même aller leur faire mal et aller chercher des occasions. On a eu même plus d'occasions, je pense, que le Canada, que l'Espagne dans ce match-là de huitième de finale. Donc c'est à voir, je pense, comment Walid Regragui va étudier cette équipe-là du Portugal. Et ça sera en fonction de leur qualité et de leurs défauts qu'il va construire un effectif, même si pour le moment, on sent qu'il a un 11 de départ établi. C'est le même 11 sur 3 des 4 derniers matchs. Il y a eu un petit changement, c'était la sortie d'Amalla pour l'entrée de Sabiri. Mais il sait les joueurs qu'il a à disposition et il sait quoi en faire. Alors justement, parlons de joueurs qui sont à sa disposition, Anas, vous le savez certainement, il y a des joueurs qui ont été blessés. Il y a beaucoup de blessures dans les rangs du 11 national. Est-ce que vous pensez que cela risque, d'abord sur les blessures et aussi sur le temps de récupération, est-ce que cela ne risque-t-il pas d'impacter la performance des Lions de l'Atlas samedi contre le Portugal, compte tenu de tout l'effort? Vous avez parlé tout à l'heure, 130 minutes de jeu contre cette sélection espagnole, plus bien sûr tous les joueurs blessés, notamment notre capitaine, Romain Saïs. On n'a pas encore de nouvelles. Bon, en tout cas, les nouvelles sont rassurantes pour Aguerd, qui est blessé, mais dont le staff technique et médical s'occupe pour le remettre sur pied pour samedi. Est-ce que, selon vous, ça risque de changer quelque chose à cette sélection, à ce 11 qui affrontera la Seleção samedi? Malheureusement, c'est bien ça le souci de la Coupe du Monde, c'est que le court délai, elle se joue en seulement un mois, donc les joueurs ont moins de temps de récupération qu'à l'habitude. Ces soucis de blessure, on les a eus dès le début de la compétition. On avait eu les cas Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui qui étaient déjà un peu touchés. Il y avait eu des problèmes gastriques, justement des joueurs touchés au pied. On a également Sofiane Amrabat qui aurait des douleurs, des problèmes au dos, mais qui continue de jouer et de montrer qu'il est l'un des piliers de cette sélection marocaine. Dans ce match face à l'Espagne, qui a beaucoup tiré sur les organismes des joueurs du Maroc, on a eu Romain Saïs qui a pu revenir malgré tout après avoir été bien strappé par le staff médical, Naïf Aguerd qui a dû laisser sa place à Jawad El Yamik, et c'est peut-être là une petite perte déjà pour le Maroc, parce que Aguerd, justement, le défenseur de West Ham, a montré beaucoup d'assurance, a su vraiment anticiper les appels des offensifs espagnols, et il a été l'un des éléments clés de cette victoire-là face à la Roja. Faudra voir aussi l'état de Selim Amala, qui avait déjà été blessé durant la compétition et remplacé par Sabiri lors du troisième match, pour voir un peu son état de santé, et à ce moment-là voir si Sabiri pourrait prendre sa place dans le milieu de terrain. Toutes ces blessures-là, elles viennent parce qu'il y a une accumulation de matchs, non seulement dans cette Coupe du Monde, mais également depuis le début des championnats européens. Cette arrivée de la Coupe du Monde en automne, malheureusement, ça fait que justement ces joueurs-là ont déjà une dizaine ou une vingtaine de matchs dans les jambes, et qu'ils viennent derrière tout donner pour leur pays. Donc c'est compliqué pour eux vraiment de garder une forme physique optimale dès le départ. Mais on a vu justement que des joueurs pouvaient justement, il y a des séances de cryothérapie qui ont été faites par le staff médical du Maroc. Il y a beaucoup d'entretiens, comme vous l'avez dit, de la kinésithérapie. Donc à voir comment ces blessures-là vont évoluer. On avait été pessimiste pour Hakimi et Mazraoui. Finalement, ils ont pu tenir leur rang lors des matchs suivants. On est un peu plus pessimiste pour le cas Aguerd, mais à voir aussi le temps que prendra sa blessure, justement, on ne sait jamais. Il y a aussi des infiltrations qui peuvent être faites par les médecins, qui peuvent au moins permettre aux joueurs de tenir le coup pour au moins un match, même si ça peut aggraver la blessure derrière s'il n'y a pas une mauvaise gestion de cette blessure-là. Mais il y a des motifs d'espoir. Jawad El Yamik aussi, qui est entré pas mal de fois en jeu, a montré de belles choses, notamment face à Romelu Lukaku, qui n'est pas vraiment un attaquant de seconde zone. Il a peut-être été un peu plus en difficulté face à l'Espagne, parce que justement, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'animations, les milieux de terrain qui venaient même porter le danger. Donc c'était compliqué de tenir tous ces sous-joueurs-là, mais ça peut être des joueurs justement qui
ont l'occasion de venir prendre cette place-là de titulaire, de montrer de quoi ils sont capables et de garder cette mentalité-là pour vraiment s'inscrire dans la solidarité collective de la sélection marocaine. Vous avez parlé de Sofiane Amrabat et ce Liverpool qui propose de doubler son salaire. Donc en fait, c'est aussi une excellentissime tribune. On parle aussi de plusieurs joueurs qui risquent de passer à une catégorie supérieure de clubs, pour ne citer que Bouffal par exemple. En tout cas, il y a beaucoup de clubs qui ont remarqué les pépites nationales, bien qu'elles n'évoluent déjà dans des clubs européens. Peut-être un mot là-dessus, Anas Bakhar, avant de parler peut-être aussi des favoris de ce mondial, de cette Europe en force en quart de finale. La Coupe du Monde a toujours été une vitrine pour les joueurs internationaux de se montrer justement à l'échelle planétaire pour essayer d'aller avoir justement un meilleur club à l'avenir. Ça avait été le cas en 2014 avec le meilleur joueur de la compétition, le Colombien James Rodriguez, qui a profité de sa très belle Coupe du Monde pour rejoindre le Real Madrid derrière. En 2014 également, un autre joueur qui a su s'illustrer, c'était Keylor Navas, le Costa-Ricain, qui a rejoint le Real Madrid également dans la foulée. Cette fois-ci, en 2022, comme vous l'avez dit, on a justement sorti les informations chez Foot Mercato que Liverpool était prêt à justement rencontrer l'entourage de Sofiane Amrabat pour discuter d'un possible transfert. On a également des joueurs comme Sofiane Bouffal, comme vous l'avez dit, Azdin Ounahi, qui a impressionné le sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique, ouais. ou plutôt futur ex-sélectionneur maintenant de la sélection espagnole, qui a été surpris justement par l'impact technique, l'impact physique de ce joueur-là dans cette rencontre. Et ça peut leur permettre, comme on l'a dit, d'aller chercher des meilleurs clubs. On pense, comme on l'a dit, Bouffal, Ounahi, qui joue à Angers, malheureusement, qui jouent le maintien en championnat, mais qui peuvent aller chercher, pourquoi pas, peut-être des équipes en Liga pour aller allier justement leur jeu technique à ce championnat-là. Sofiane Amrabat, on a parlé de la Première Ligue parce que c'est vraiment un joueur qui physiquement est impressionnant. Physiquement, que ce soit dans la lucidité des passes, malgré l'effort, et vraiment dans l'impact physique, dans les duels, il est très, très intéressant. Et ça aussi, c'est aussi la confirmation de la formation marocaine. On n'en parle pas beaucoup malheureusement, mais il y a aussi des joueurs qui ont été formés à l'Académie Mohamed VI qui sont aujourd'hui très, très intéressants avec la sélection marocaine, que ce soit Youssef Nessiri, que ce soit Azdin Ounahi, Naïf Aguerd aussi, avant d'aller au fait, il était aussi passé par l'Académie Mohamed VI. Donc c'est un très très bon signe pour le football marocain, pour la formation marocaine, et on l'espère pour leurs futurs respectifs en club. D'ailleurs, Walid Regragui, après la victoire contre l'Espagne, l'avait déclaré, et je le cite, le continent avance, le Maroc a fait beaucoup d'efforts, je suis arrivé en 2013 et depuis j'ai vu les stades évoluer. La Fédération royale marocaine de football a fait d'énormes efforts, Sa Majesté, le roi Mohamed VI a mis énormément de moyens, il n'y a pas de surprise maintenant, il ne faut pas s'endormir, il faut continuer. Et en parlant de continuer, qui continuera selon vous l'aventure Coupe du Monde? Quel est le favori pour ce mondial, Anas Bakhar? Bien sûr, vous direz le Maroc. Le cœur va dire le Maroc, mais malheureusement, la raison a d'autres arguments pour d'autres sélections. On l'a vu pour le moment, le Maroc est la seule surprise, en tout cas dans ces huitièmes de finale. On peut la considérer comme l'équipe la plus faible sur le papier parce que ça n'est pas l'équipe à laquelle on s'attendait à voir dans ces quarts de finale-là, et tant mieux. Parce que je trouve qu'être à la surprise d'une compétition, c'est le parfait moyen de venir surprendre son adversaire, de montrer que peut-être qu'on a laissé beaucoup d'impact physique, beaucoup de conditions physiques dans nos matchs précédents, mais on est prêt à tout donner dans ce genre de match-là. Et c'est cet état d'esprit que Walid Regragui a inculqué à ses joueurs qui pourraient être intéressants pour aller chercher des bons résultats face à une équipe du Portugal. On a parlé également de France-Angleterre, le crunch, comme on appelle au rugby. Celle-ci, c'est un match avec une rivalité historique entre ces deux équipes, et ça va être également un très très beau duel sur le terrain. Les deux autres quarts de finale, on ne les oublie pas, Brésil-Croatie et Pays-Bas-Argentine. Pays-Bas-Argentine devenu un classique de cette Coupe du Monde. Exact. C'est déjà la 5e ou 6e confrontation entre ces deux formations. Le Brésil-Croatie, là aussi, un match très important pour Neymar et sa bande, parce que c'est enfin la Coupe du Monde pour lui, de venir un peu s'illustrer à l'échelle internationale, aller enfin chercher un titre mondial qui lui manque dans son palmarès, parce qu'il a déjà tout gagné avec le Barça, tout gagné avec le Paris Saint-Germain, peut-être pas la Ligue des Champions, en tout cas avec le club de la capitale. Avec le Brésil, la Seleção, il a déjà remporté la Copa América. Il ne lui manque plus que la Coupe du Monde. Alors, est-ce peut-être leur année là? On ne sait pas, mais quand on voit les matchs qu'ils ont proposés avec cette efficacité-là, ce beau jeu qu'ils proposent avec des joueurs, des individualités
très très importantes qui jouent dans les grands clubs européens. Richarlison à Tottenham, Vinicius au Real Madrid, Rafinha au FC Barcelone et Neymar, on en parlait justement au Paris Saint-Germain. Donc ce sont 7 autres équipes, sans compter le Maroc, 7 autres équipes qui ont déjà été considérées comme favoris depuis le début de la compétition. Maintenant, au Maroc, de montrer qu'il a toujours sa carte à jouer, qu'il n'a pas rendu les armes déjà dans ce match-là face à l'Espagne qui lui a permis d'aller chercher son premier quart de finale de l'histoire. Et en tout cas, pour ceux qui paraissent comme les favoris, la France se démarque un peu parce que justement… Même face à l'Angleterre, je veux dire, c'est quand même une équipe qui a montré cette année qu'elle est bien placée pour se retrouver en finale. Absolument, absolument. L'Angleterre qui, depuis 66, n'a plus jamais remporté cette compétition. Ils cherchent encore, ils sont allés chercher la demi-finale, c'était en 2018, éliminés par la Croatie. Mais c'est quand même une équipe très importante, on le rappelle, dans cette compétition. Elle a l'un des meilleurs effectifs d'Europe. Là aussi, on parle de joueurs de classe mondiale, on parle de Raheem Sterling, on parle d'Harry Kane, Jude Bellingham qui fait là aussi, qui fait encore bouger encore plus le mercato hivernal avec ses prestations dans cette Coupe du Monde. Donc c'est une équipe qui fait peur, bien entendu, avec son effectif, avec son jeu. On a vu le match face à l'Iran où ils ont mis 6-2, le match face au Sénégal 3-0. Mais là, il va y avoir des adversaires un peu plus cotés pour les hommes de Gareth Southgate, à commencer par la France, là aussi l'un des favoris de cette compétition. À voir comment ils vont gérer cette équipe-là. Et s'ils remportent ce quart de finale face à l'équipe de France, on le rappelle, tenante du titre de la Coupe du Monde, ça sera sûrement l'un, si ce n'est le favori pour le sacre final, peut-être avec le Brésil ou l'Argentine pour la dernière de Messi dans ce mondial, dans cette compétition. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 joueurs, ou en tout cas du PSG, dont les équipes pourraient gagner cette Coupe du Monde. Je fais bien sûr allusion à l'Argentin Messi, à Mbappé pour la France, Neymar pour le Brésil et Achraf Hakimi pour le Maroc. Un dernier mot. Et les Portugais, Danilo et Vitinha. Donc attention, peut-être qu'il y aura un Parisien qui passera de ce côté-là. Peut-être pas Hakimi. Il y a aussi Danilo Pereira et Vitinha, mais on espère que ça sera le numéro 2 des Lions d'Atlas. Inch'Allah. Merci beaucoup, en tout cas, Anas Bakhar. Merci. C'était un plaisir d'échanger avec vous et merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci encore pour cette invitation et je vous souhaite une bonne soirée. Et Dima Maghreb. Dima Maghreb. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette séquence invitée de la rédaction. Je vous souhaite sur ce une très bonne suite des programmes sur notre antenne.